Alors Velvet, il voulait nous parler du fait de jouer avec des inconnus. Est-ce que tu veux faire une petite présentation de toi avant? Je, je suis un marsupial sous forme humaine. Donc la plupart des gens me connaissent donc sous le nom Velvet Wombat. Je suis un membre actif de plusieurs communautés, celle de Taros maintenant, un des quatre, sur d'autres aussi podcasts que je suis. Je me juge un peu comme un évangéliste du jeu de rôle avec tout ce qu'il y a de positif et de négatif dans cette phrase. C'est l'une des premières choses que je dis aux gens. Hein, ça va, surtout t'as des enfants, tu connais le jeu de rôle? J'aime bien la création sous toutes ses formes. En fait, tant que ça raconte une histoire, je suis là. Ça fait que c'est pour ça que le jeu de rôle me passionne, c'est qu'on est plusieurs à raconter une histoire. Mais j'ai aussi écrit pour pour un espèce d'exercice d'écriture qui est le Writever, où on a un nom, on a des mots prédéterminés pour tous les jours du mois, souvent sur un thème commun, et on doit écrire des petites histoires qui normalement tiennent en un tweet dessus. Et c'est le moment où j'ai un peu flex aussi. Il y a peu de temps, j'étais un scénariste professionnel de jeux de rôle. Oui, c'est ce que j'allais dire, t'as publié des scénarios. Ils sont pas encore sortis en papier, mais j'en ai vu. J'ai reçu le nombre de ventes, j'avoue que j'étais. Ouais. Et mon petit flex, j'ai vendu plus de scénarios de jeux de rôle que Louis Sarkozy n'a vendu de livres. Voilà, c'est. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau, j'ai beaucoup aimé. Je me suis endormi heureux ce jour-là. Sinon, j'ai des goûts musicaux très douteux. Mais ça n'a aucun rapport avec le schmilblick. Le thème que j'ai choisi était apprendre à jouer avec des inconnus. Et c'est avec mon côté, comme j'ai dit, évangéliste, où en fait, je suis présent sur beaucoup de Discord et je fais découvrir aux gens le jeu de rôle, quand c'est pas des Discord de jeux de rôle, ou des jeux de rôle que j'aime bien ou que je veux découvrir sur des Discord où c'est spécifique au jeu de rôle. Et souvent, je joue avec des personnes que je ne connais pas, ou peu, des personnes que je n'ai jamais vues en vrai, et des personnes avec qui je n'ai même jamais des fois discuté plus que deux, trois phrases, genre salut, ça va, sympa la photo de ton chat. Et à côté, j'ai quand même des tables régulières, ce qui fait que j'ai pu noter les différences entre jouer avec des amis, entre guillemets, et avec des gens dont c'est ma première interaction. C'est génial. Si tu veux, je vais commencer. On a séparé nos petites questions en 4 parties. La première étant les contextes de jeu. Ma première question va être est-ce que tu notes des spécificités suivant les lieux? Par exemple, est-ce qu'accueillir des inconnus en ligne, en présentiel ou en convention ou en club de jeu, est-ce que c'est pareil, identique pour toi? Est-ce qu'il y a des différences? Il y a de très fortes différences, et que ça soit entre le réel ou le numérique, et même entre eux, que ce soit. Par exemple, j'ai fait des parties donc avec des inconnus chez moi, dans des boutiques, en convention et sur Internet. En convention, par exemple, on est beaucoup plus détendu, on est beaucoup plus. Souvent, les gens en plus viennent en groupe à ce moment-là. On est un peu sur de la déconnade, c'est beaucoup plus léger que dans d'autres cas. Là où en boutique, ce sont des gens qui se connaissent pas entre eux, mais qui me connaissent, ou moi par exemple, ou un cas très spécifique, qui connaissaient tous le gérant de la boutique, mais eux-mêmes ne se connaissaient pas. J'ai aussi reçu des gens chez moi, justement, après une annonce sur Internet, où les gens sont moins intimidés que je le pensais à débarquer chez moi. Je prends ça comme un compliment. Et sur Internet, c'est pareil aussi dans le cadre d'un Discord de jeu de rôle. C'est bon, tout le monde connaît le jeu de rôle, tout le monde est intéressé, on sait qu'il aime déjà ça. Donc on est tranquille, on va jouer. Peut-être que on va pas s'entendre entre nous, mais la plupart du temps, les gens ont déjà un certain bagage rôlistique, tout le monde connaît un peu les règles implicites. Et à contrario, sur un Discord je prends un cas réel où j'étais sur un Discord d'un podcast de jeux vidéo, ils avaient tous une notion plus ou moins claire de ce que c'était le jeu vidéo, le jeu de rôle. Mais il y en a beaucoup qui découvraient pour la première fois, et à la fois les limites et ce qui était cool à faire. Du coup, très différent, mais en même temps, il y a des schémas qui se répètent dans chaque contexte. Oui, on reste on est toujours des humains qui agissent un peu de la même manière. Oui. Notre deuxième question, ce sera en cas de problème qui survient dans la partie, en personnel ou en interpersonnel, comme ça peut être un peu difficile, on est face à des personnes qu'on connaît pas forcément, etc. Quels sont les recours que tu estimes comme possibles? Alors, je vais être franc, moi j'ai eu beaucoup de bol de ne jamais avoir de problème grave. Rien qui aille au-delà de la personne qui monopolise la parole, qui est pas non plus le plus dramatique. Donc, le plus grave que je vais faire, c'est dire aux gens, on va peut-être pas rejouer avec machin ou machine parce qu'il était un peu chiant quand même. Mais en tant que... Alors, je parle à la base que je suis dans ce cas-là me-jeu en tant que me-jeu, et surtout en tant que me-jeu et créateur de la partie avec des inconnus que j'ai rassemblés, c'est moi qui ai l'autorité de calmer le jeu. La majorité de la responsabilité, on va dire. Encore une fois, on a un groupe de personnes humaines, c'est à tout le monde de faire en sorte, mais je trouve qu'il n'y a pas de honte aussi non plus à dire, on s'amuse pas, on arrête. Un Ok. recours un peu dramatique, mais c'est comme tout, c'est comme une partie de jeu de société lambda. Si au bout de 2 ans on se rend compte que personne s'amuse autour du jeu, on peut dire on va jouer à autre chose. C'est quelque chose qui était déjà arrivé? Pas en jeu de rôle. Ok. Après, j'avoue que autant sur une partie de jeu de société, ça m'est arrivé souvent de ma part ou de la part d'autres. J'ai peur que les gens, surtout que les gens surestiment la préparation d'une partie, je trouve. Et toujours peur de gâcher la partie de
tout le monde. Ouais. Alors que j'ai jamais vu ça durant un Monopoly. Du coup, pour la question suivante, qui est un petit peu en lien, comment est-ce que tu cadres le temps de jeu? Comment, en tant que MJ, tu as l'autorité de cadrer le temps de jeu? Est-ce que c'est différent qu'avec un public connu? Oui, je vais répondre à la deuxième question avant la première. C'est très différent parce que déjà, quand tu réunis 5 amis qui se sont pas parlé depuis 2 semaines parce que la vie, tout ça, il y a ce moment où tout le monde discute entre soi et qu'on devait commencer à 20h30 et il est 21h45 et qu'on est encore en train de discuter du dernier film qu'on a vu, de la dernière série qui est trop bien. Mais l'un des avantages de vieillir, c'est qu'à mon âge, je peux arriver à faire bon, la partie, elle se terminera à 23h, ni plus ni moins. Et le public inconnu, souvent, est beaucoup moins bavard. Ils se connaissent pas entre eux, donc c'est des présentations, et même dans la partie, comme partout, il y a des exceptions, mais les gens prennent moins souvent la parole. Je me rends Ok. compte, beaucoup de fois, en tant que jeu, si je relançais pas, les gens osaient pas. Donc, pour le coup, j'ai vraiment la maîtrise du temps de jeu. Et en tant que jeu aussi, tu as le petit truc de, ok, il est 22h, je dis qu'on termine à 23h, ils ont encore rien compris à qui a fait le coup et tout. Et, oh, vous tombez sur un indice. Enfin, c'est pas différent entre, pour le coup, public connu ou inconnu, c'est la même sorte de gestion de temps. De leur faire comprendre ce qui se Oui. passe et eux, ils vont sur une katana. Et est-ce que pour tout ce qui est autour, donc qui n'est pas directement dans le jeu, mais la planification, l'organisation, possiblement la répartition des tâches, de la narration, tout ça, est-ce que tu fais des choses différentes dans un contexte où tu ne connais pas les gens? Comment est-ce que tu t'organises en fait? Alors, je m'organise différemment. Déjà, exemple tout bête, quand c'est avec des gens que je connais pas ou que je connais peu, on part sur un truc carré, le framadate et tout. Alors que entre potes, c'est bon, on se revoit dans 2 semaines et 2 semaines après, t'as un message, on joue bien ce soir, non? Donc ça, on est beaucoup plus, enfin, je suis beaucoup plus carré avec des gens que je connais pas pour être sûr que tout le monde soit là. Il y a quelque chose aussi sur la planification, c'est différent aussi pour par exemple, tout ce qui est pré-tiré. Autant quand tu joues avec des gens que tu connais, t'as ta petite liste de pré-tirés. Si tu fais un one shot, tu fais, bah, attends, ça, lui, il aime bien les guerriers, je vais lui donner lui. Encore une fois, les gens sont plutôt sympathiques, mais quand tu donnes une liste de pré-tirés, des fois on peut relancer, faire oui, on joue dans 2 semaines, choisissez votre personnage, on joue dans une semaine, parce que ben, la vie est la vie, les gens regardent le message, ils l'ont reçu quand ils étaient au boulot, ou quand ils étaient en train de dîner au restaurant avec la famille, les amis, n'importe quoi, et ils ont oublié. Et nous ne pouvons pas leur en vouloir parce que j'ai fait la même chose. Tout ce qui est à la répartition des tâches, et ben j'en reviens au fait que les gens ont la volonté de bien faire. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Donc, si je dis à quelqu'un, toi, tu seras responsable de ça, j'ai jamais vu personne qui m'a dit non. Et même, j'ai jamais vu. On en revient, on fait quand même du jeu de rôle, donc on n'est pas non plus sur le drame ultime. Les gens sont assez bien et je vais un peu anticiper les questions d'après. Tout ce qui est outils de sécurité émotionnelle, les gens les prennent très à cœur souvent. Quand je leur dis c'est des outils, je ne suis pas le maître de ces outils, on est tous là, donc n'hésitez pas, vous, s'il y a un foirage à le signaler, et ils le font. Et l'autre chose, c'est que quand je joue avec des inconnus, dans la grande majorité du temps, je joue des scénarios que j'ai déjà fait. Ça aide pas mal. Je sais j'ai déjà fait 1 ou 2 fois, et ce qui fait que j'ai une petit aperçu des possibles. Du coup, quand tu réutilises ces scénarios, parfois tu peux les adapter. Enfin, c'est le principe de réutiliser, du coup, c'est que tu sais ce qui peut se passer ou non. Est-ce que quand tu sais que tu vas les jouer avec des joueurs inconnus, qui ne se connaissent pas ou que tu ne connais pas, est-ce que tu mets en place des cadrages particuliers pour eux? Des consignes, ou est-ce que tu as un temps prévu pour? Alors, des consignes, pas vraiment. Alors, il y a des choses de base, comme partir de la base. Donc voilà, on va faire un jeu, vous êtes des héros, vous n'êtes pas des méchants. Sinon, j'ai remarqué que sur des scénarios faits, les gens agissent souvent pareil. C'est-à-dire? Pour un exemple tout bête, je fais un scénario de jeu d'horreur où les joueurs tombent sur un message qui leur dit ouvrez pas la fosse septique, vous mettez juste de l'essence dedans et vous brûlez tout. J'ai fait jouer cette partie 5 fois, personne n'a jamais obéi au papier. Il y a beaucoup de trucs, je sais comment ça va se passer, et encore une fois, les gens sont de bonne foi, donc après, je joue avec un public adulte, on va dire, je crois pas avoir joué avec des gens en dessous de 17 ans depuis que moi j'ai plus de 25, et les gens comprennent plus instinctivement le contrat social. Ils sont là pour s'amuser, ils sont pas là pour tenter de me piéger. Si je joue avec des enfants, ça serait pas pareil. Et encore, les 2-3 scénarios que j'ai fait avec des enfants, quand les gens viennent d'eux-mêmes, ils sont souvent ils ont envie de jouer. Donc Oui. on met quelques règles, on dit ben voilà, ça va se passer de temps, ça va faire ça, on est gentils les uns avec les autres, mais c'est pas différent de toute autre forme de contrat social. Et j'ai peut-être eu de la chance, mais je suis tombé sur personne de. Voilà, le plus méchant que j'ai eu, c'est des gens qui accaparent l'attention. Ok. Ça peut être embêtant, mais c'est pas non plus dramatique.
Sur ce, on va pouvoir passer à notre deuxième axe, qui va être plus sur les matériaux de jeu, donc tout ce qui va être système, aussi sécurité émotionnelle que tu as commencé à aborder, univers. Tu nous as dit que tu étais souvent MJ. Face à des inconnus, comment est-ce que tu présentes le jeu que tu vas faire jouer en un minimum du temps? Est-ce que tu te fixes par exemple un temps maximum pour la présentation du système, de l'univers? Est-ce que tu passes des choses en amont? Est-ce que tu donnes des ressources complémentaires? Est-ce que tu t'adaptes complètement? Avec des inconnus, c'est souvent des one-shots, donc on n'est pas non plus obligé de raconter le deep lore de l'univers. Le truc qui marche, c'est faire des comparaisons. Et vous avez vu Supernatural? Eh ben c'est la même chose. Ça marche plutôt bien, sauf quand ils n'ont pas vu Supernatural. Jusqu'ici, je n'ai jamais rassemblé une table et après décidé du jeu. Donc ils ont toujours une présentation du jeu, de l'univers, la fiche, des fois je copie la fiche GROG ou la fiche sur un site de vente en disant ça. Donc les gens ont déjà une certaine appétence pour l'univers. Après, en début de partie, pour ce qui est de présenter le système par exemple, souvent le plus simple c'est de décrire la feuille de personnage. Ça correspond à ça. Soyons francs, je suis pas quelqu'un qui suis très un bon jeu en termes de règles. Donc fréquemment ils ont ouais non ça on s'en fiche, ça on s'en fiche. On est là pour vivre une histoire. On en revient à ma passion des histoires. Donc oui, je présente l'univers en avance. Des fois, quand il y a des pré-tirés, enfin, il y a toujours des pré-tirés, quand je les envoie, il y en a qui sont curieux et qui posent des questions. Tu nous as envoyé des pré-tirés, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, après, on en revient. Si on joue avec des gens qui font du jeu de rôle, voilà, leur personnage a 6 caractéristiques. Il y en a une qui s'appelle puissance, l'autre habilité, c'est bon, ils ont compris. C'est les petites spécificités, bah, on en revient sur vu le jeu. Même les gens à qui je présente souvent, si c'est pas des rôlistes, c'est des habitués de jeux vidéo, il y a une compréhension assez instinctive des mécaniques. Et bah, il existe en plus des jeux de rôle, on parlait de Baldur's Gate 3 il y a pas longtemps. Voilà, ils sont souvent les gens qui arrivent à ma table, même si c'est des inconnus, ils débarquent pas de nulle part. Peut-être sauf des fois en convention. Après, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, j'avoue. Où les gens ont entendu parler du jeu de rôle, qu'est-ce que c'est, ils l'ont fait dans Stranger Things. Et là, ils débarquent à ta table et tu fais, ok, vous avez pas la moindre idée de ce que c'est. On allège les règles, on se prend pas la tête. Mais je sais que pour moi, ça doit prendre un quart d'heure environ. On n'est pas à 5 minutes près. Bon. Avec bien sûr le coup, est-ce que vous avez des questions? Faut pas hésiter à poser une question en cours de table. Il y a toujours la personne qui comprend un point de règle au bout de 2 heures de jeu. Des fois un point de règle que j'avais oublié moi, donc les gens sont gentils. Ça passe. Comment est-ce que tu choisis les scénarios que tu vas faire jouer? Est-ce que c'est par exemple, tu vas lancer une idée sur un Discord et les gens s'inscrivent comme ils veulent? Ou est-ce que tu vas un petit peu communiquer avec les inconnus qui font partie de la table et ensuite vous déterminez d'un scénario? J'arrive avec un jeu, mais souvent en amont, j'ai choisi le scénario. Ok. Déjà, en France, c'est toujours tel jeu de rôle va sortir, il a mis un kit d'initiation sur internet, on va le tester ce soir. Ok. Il l'a mis il y a 2 heures. Mais on a parlé rapidement de la sécurité émotionnelle. Je leur en parle, je leur demande quelles sont les choses qui les gênent. Et où j'ai pas d'autre option, et je leur dis bah, désolé, non, ce scénario, ça sera pas fait pour vous. Ou alors on peut changer. Voilà, si quelqu'un a une phobie de mourir dans la neige, et ben le truc de survie dans la neige, il ira très bien dans le désert, c'est bon, c'est pas gravissime. Après, je sais que, par contre, ce qui est très important pour moi, c'est de donner le ton du jeu. Voilà, on va jouer à Donjons et Chatons, c'est cool, on va tous s'amuser. On va jouer à l'Appel de Cthulhu, Delta Green ou je ne sais quel jeu comme ça. Ok les gars, on joue à un jeu d'horreur. On n'est pas non plus dans ce que je dis souvent, on n'est pas là pour terminer traumatisé, on va se faire un peu peur, mais je veux que les gens sachent dans quoi ils rentrent. Je sais que l'un des derniers scénarios que j'ai fait, il y avait un gros trigger warning serpent qui pouvait pas être retiré du scénario, c'était la base même du truc. Et avant qu'on commence tout... Alors, c'est un peu différent parce qu'on a déjà fait 2 scénarios avec les gens, mais j'étais voilà, celui-là, si toute personne qui veut s'inscrire, sachez, il y aura des serpents. Je peux pas faire autrement. Donc si c'est un non, on jouera une prochaine fois. Donc non, je choisis pas mes thématiques par rapport à la table, mais je juge que toutes les thématiques se valent pas. Certaines demandent plus de préparation. On gravite autour depuis tout à l'heure, c'est les outils de sécurité émotionnelle, les questions de sécurité émotionnelle, etc. Moi, ce que je me posais comme question, c'est est-ce que face à un public que tu ne connais pas, tu utilises soit des outils différents que les outils que tu utilises avec les personnes que tu connais, ou alors les mêmes outils, mais tu les présentes ou tu les emploies différemment? Je vais ressortir le discours, on va dire, un peu officiel et qui est tout à fait vrai. Même entre proches, on doit utiliser la sécurité émotionnelle. On n'est jamais à l'abri de tout. Exemple tout bête, j'avais un ami dont le père a connu une fin tragique et un personnage devait subir la même chose dans mon scénario
quelques jours après. Et heureusement, il m'a prévenu, tu vois, on était pourquoi ça va pas et tout. Et là, j'étais ok. Alors que ça aurait pu être évité si je lui avais demandé ses lignes, ses walls. Donc, entre proches, j'essaye de le faire. Après, je sais aussi qu'ils sont moins timides. Donc, je leur dis voilà, si vous avez des problèmes, vous m'en parlez et tout. Et la plupart du temps, je joue avec ce que j'espère être des gens safe. Quand c'est avec des inconnus, je suis beaucoup plus carré. On repart, on utilise des trigger warnings si juge qu'ils sont utiles et pas spoilants. Carte X, ligne voile, à chaque fois, je réexplique au début ce que c'est. D'ailleurs, même avant la partie, c'est quand je fais mon annonce sur la Discord, je leur dis voilà, il y aura telle sécurité émotionnelle. C'est important pour moi de savoir ce que vous craignez, ne serait-ce que pour un peu rediriger Et j'essaie aussi de nommer d'autres personnes responsables. Ce que j'ai dit un peu plus loin, c'est... alors c'est un peu compliqué, je ne l'avais pas fait souvent, mais dire voilà, ok, on a prévu les lignes et les voiles, normalement je ne dois pas les dépasser, mais toi, tu surveilles machin, toi tu surveilles truc, et toi tu surveilles bidule. Comme ça, si vous vous rendez compte à un moment que je suis en train de taper dans un de ces voiles et de ces lignes parce que je m'en suis pas rendu compte et que porté par l'interprétation de ma scène d'horreur, je suis en train de bien taper comme il faut, vous me faites un signe. Alors que quand on joue avec des gens que je connais, même en ligne, des fois tu peux faire ok c'est bon, ok c'est pas bon, et au contraire même dire voilà, je sais qu'il y a quelqu'un que je connais qui aime pas ce qui est gore, et avant, c'est la dernière fois, ça m'est venu la dernière fois, je lui en ai parlé, je fais avant, je fais ok, là il y aura des éléments, on peut les juger gore, tu me préviens. Et il faut pas hésiter non plus à faire ça avec les gens, voilà, les gens ils te disent j'aime pas, la noyade, c'est quelque chose qui me gêne, tu fais ok, on va jouer sur un bateau. Est-ce que ça te va? Tu me dis, et règle importante, leur faire comprendre, parce que ça c'est instinctif, qu'on va dire qu'on est proche, avec les inconnus, que rien n'est gravé dans le marbre. Si au début de la partie tu m'as dit non j'ai rien, puis en plein milieu de la partie je te présente un personnage en train de mourir du cancer et que tu te rappelles que ta mère vient de se faire déclarer un cancer, tu me préviens. Moi ça me gêne pas d'arrêter la partie en plein milieu si quelqu'un se sent pas bien. Encore plus avec des inconnus. On n'est pas là on est là pour s'amuser, on peut être là pour s'amuser à se faire peur, pas réveiller des traumatismes. Dans ces cas-là, du coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir arrêter une partie avec des inconnus? Non, jusqu'ici, j'ai toujours eu le bol de n'être tombé sur rien qui soit, on va dire, central dans le scénario. Juste avoir fait, cette personne fait non, là, ça met mal à l'aise. Ok, ça te met mal à l'aise, c'est pas des araignées dans le puits, c'est des serpents. Ok. Ça, je suis très bon en impro, donc ça m'est jamais arrivé de voir vraiment... Mais l'important, dans ce cas-là, justement, c'est que la personne se soit bien déclarée avant. Et par contre, il y a aussi un truc important. Ça pas trop de jouer avec des inconnus, mais plutôt en ligne. Des choses dont on n'a pas conscience qu'on aime le jeu, parce qu'on a les illustrations du livre. Genre Donjons et Chatons, l'un des scénarios de test, dans le truc de base, il y a une araignée géante qui soigne quelqu'un. L'illustration, comme toutes les illustrations de Donjons et Chatons, est choupie à mort. Et je me souviens avoir fait la partie, moi j'avais le livre, je l'avais lu, j'avais l'illustration. Le meujeu, parce que j'étais joueur pour ce coup-ci, le meujeu avait l'illustration. Et elle nous décrivait cette araignée géante qui s'occupait de ce petit chat. Et elle et moi, on était genre, bah c'est tout mignon. Et les autres, ils voyaient une araignée, pas une araignée toute mignonne de Donjons et Chatons. C'est vrai qu'ils ont commencé à se sentir mal, et c'est justement là et qu'il l'a exprimé, ça a été bien. On a fait, ok, attends, on va chercher l'illustration, et tout le monde était après, oui, c'est vrai, c'est tout mignon. Parce que personne n'a mis l'arachnophobie, mais personne s'attendait à tomber sur une araignée de 15 fois sa taille. Oui, sache que la question que je vais te poser, je vais te la poser avec toute la confiance que je peux avoir, mais je n'ai aucune idée de ce qu'elle veut dire. Du coup, tu vas pouvoir aussi nous donner des définitions. Est-ce que quand tu joues avec des inconnus, tu travailles l'accessibilité des supports, de la musique? Est-ce que tu utilises des virtual tabletop dans ces parties-là? Alors la réponse que j'ai notée, c'est non. Non. Je suppose que le mot que tu connais pas au milieu, c'est virtual tabletop. Oui. Musique, ça devrait aller. Ça va. Alors, je vais en profiter pour... les virtual tabletop, c'est tout ce qui simule une table de jeu en ligne. Donc, ça peut aller de l'outil de lancement de dés automatique à le plateau de jeu à la Donjon Dragon avec les petits jetons. Est-ce que je travaille cette accessibilité? Non. J'en fais peut-être un peu plus quand c'est des gens que je connais. Mais dans l'ensemble... vu que j'ai les outils de sécurité émotionnelle derrière, avant, je mets des images, je sais que normalement ça doit passer. La musique, les gens peuvent la couper, donc ils le font. Jeu de franc, non, c'est tout le travail est fait avant la partie, et il n'y a rien qui est adapté si je joue avec des gens que je connais ou que je ne connais pas. Donc je suppose que c'est Taros qui a créé les questions. Si tu vois des sujets spécifiques, je veux bien que tu me les donnes, mais là, pour moi... Une des raisons pour lesquelles j'avais posé cette question-là, c'est que parmi les personnes que je ne connaissais pas, avec qui je me suis retrouvé à devoir faire des parties, il y a des personnes qui m'ont confié après la partie « Ah, moi j'ai un TSA, ou alors j'ai aussi, c'était dans le cas d'une personne qui était j'ai de l'hyperactivité, je fais de l'hyperactivité, et ça m'a vraiment beaucoup aidé qu'il y ait des illustrations, qu'il y ait des choses comme ça, qui est quelque chose que je ne fais pas tout le temps dans mes parties. Je fais souvent des parties avec très peu d'illustrations, très peu de matériel, et du coup c'est
vrai que je me suis posé la question de, oui, je fais ça parce que je sais qu'avec les gens avec qui je joue habituellement, ça pose pas de problème que juste je fasse beaucoup de blabla et qu'il y ait très peu d'illustrations à côté. Mais peut-être qu'en fait, c'est vrai que quand je connais pas les personnes, c'est bien de travailler plein de supports différents et d'avoir un petit peu de quoi s'adapter à la volée. Donc du coup, je me posais la question de savoir si c'était quelque chose que tu faisais. Alors moi, ce que je fais, c'est d'essayer d'avoir beaucoup d'aides de jeu en numérique au lieu du physique, pour justement les personnes qui ont... on joue pas de la même façon, on est malheureusement pas tous égaux devant tout, et je sais qu'il y a beaucoup de choses où j'aime qu'ils aient des traces, les journaux, ce genre de choses. J'essaye de les avoir. Après aussi, c'est comme toujours pareil, vu que je refais mes scénarios encore et encore et encore, des fois tu dis, ah bah attends, là, ils m'ont demandé 4 fois qu'est-ce qu'il y avait marqué dans le journal intime, on va tenter de le faire maintenant pour que la prochaine partie me le demande pas. Ok, ouais. J'avoue que je suis un peu comme toi. Sur mes VTT, c'est une image de fond pour donner l'ambiance, peut-être une image par lieu, de la musique, et surtout, j'utilise le pouvoir magique du porte-monnaie pour acheter il y a des VTT, des scénarios tout faits du commerce exportables dans mon Foundry. Et dedans, il y a toutes les aides de jeu et tout, c'est bien pratique. J'arrive les pieds sous la table. Il y en a certains comme Pathfinder. Je pense que je pourrais me jeter la session sans l'avoir lu avant, tellement c'était guidé. Je me jette dans le bain. Hop là, fallait parler avant Taros. Du coup, je vais te poser la question à toi, Taros. Comme ça, on partage les expériences. Est-ce que toi, je fais une petite interlude Ouais. expérience personnelle. Est-ce que t'as des expériences à partager sur le fait de jouer avec des inconnus ou d'être MJ d'une table d'inconnus? Quelque chose, une petite anecdote. Ah, j'en ai plein, mais je vais me restreindre. Malgré le fait que je fasse une émission, que je tienne une chaîne YouTube, que je parle, etc., machin, je suis ultra timide, en réalité. Je suis très mal à l'aise avec les gens et j'ai beaucoup de difficultés, notamment sur les codes sociaux, etc. J'ai vu un témoignage il n'y a pas si longtemps de quelqu'un qui avait un TSA et qui parlait de à quel point le jeu de rôle, ça l'avait aidé à développer des codes sociaux. Il s'avère que moi aussi, concrètement, il y a peu, j'ai été diagnostiqué d'un TSA, notamment entre autres. Je passe la pile de comorbidité qui est venue avec. Le jeu de rôle m'a énormément aidé à dépasser beaucoup de choses, notamment parce que dans plein de contextes, je me suis retrouvé à jouer avec des personnes que je ne connaissais pas. Les toutes premières parties de jeu de rôle que j'ai fait, que je me suis lancé dans une campagne que j'ai MJ alors que je n'avais jamais MJ avant, c'est un pote de lycée qui m'a dit « Je te trouve des joueurs. Toi, tu crées un scénario, tu crées un univers et on y va. On part. » Je lui dis « Vas-y, c'est ça. » En mode, de toute façon, il va trouver personne. Sauf qu'il a rassemblé un groupe de personnes et donc du coup, je me suis retrouvé à plonger dans cet incroyable loisir. C'était assez drôle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours l'appréhension avant chaque partie, et encore plus quand je suis face à des personnes que je ne connais pas, de comment ça va se passer. En réalité, je suis un énorme stressé de la vie, et j'ai beau avoir des années et des années de pratique, je suis toujours aussi stressé, et je suis toujours en capacité de perdre mes moyens de manière aléatoire en plein milieu d'une partie. Ça m'arrive peu, mais le simple fait qu'il y ait ce spectre-là au-dessus de ma tête suffit pour des fois me faire me poser la question de est-ce que j'aime vraiment ça? Et en fait, au bout de 2 semaines sans en faire, je me dis ouais, j'aime quand même beaucoup ça en fait. Toi, Velvet, est-ce que tu as une expérience qui t'a particulièrement marqué? Alors, c'est pas tant une expérience qu'une révélation. On parlait souvent, comme j'ai dit, que les gens pensent que meugeux c'est plus dur que joueur. Le jour où j'ai découvert que j'étais un bon meugeux, je vais pas me jeter des fleurs non plus, mais un très mauvais joueur parce que je supporte pas de pas savoir. Et je passe les parties à faire mais qu'est-ce qui se passe alors qu'en meugeux je suis bien, j'ai tout le scénario, c'est bon, je sais ce qui se passe, c'est moi qui contrôle, personne me surprendra. C'est mon côté freak contrôle qui ressort. Sachez-le, c'est mieux d'être meugeux. Et toi, de ton côté, Bloop, tu pensais pouvoir y couper, hein? Un petit peu. Alors moi, j'ai toujours été joueuse, j'ai jamais fait MJ. Ça me fait peur, ça me terrifie. Bientôt. Peut-être. Maintenant. Rejoins-nous. J'ai peur One de of us, contrôler. one of us. J'ai aussi un peu de mal avec les codes sociaux. J'ai pas de TSA diagnostiqué, rien, juste les gens me font peur. Je suis terrifiée par les gens, mais en même temps, j'adore les gens. C'est hyper contradictoire. Et je me souviens que dans une partie que j'avais faite avec Taros, c'était avec des inconnus totalement, parce que je ne le connaissais même pas non plus. On se connaissait pas non plus. Il me semble que j'avais imposé un temps où on fait connaissance, parce que j'avais besoin de ça pour savoir avec qui j'allais jouer. Et j'étais très agréablement surprise parce que les joueurs avec qui j'ai joué étaient très très sympas. Et Taros était très très sympa aussi. Et ça m'a beaucoup débloqué du coup sur les peurs et les craintes que j'avais de moi je connaissais pas le jeu de rôle. On m'avait beaucoup parlé du jeu de rôle d'une façon très
pas très négative, mais très cliché. Oui, c'est des gros geeks qui jouent. Non, moi, je suis une grosse geek aussi maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Tellement faux, nous sommes des gens. C'est tellement faux en plus. Mais j'avais toutes ces petites peurs et craintes. Et en fait, le petit moment que j'avais imposé de faire connaissance, qui a duré peut-être 10-15 minutes max, mais ça m'a tellement débloqué sur le fait de jouer. Et du coup, j'ai tellement mieux apprécié ma partie aussi. C'était Je me génial. permettre une question. Oui. Donc c'était ta première partie de jeu de rôle? Oui. Comment tu t'es retrouvé à faire une première partie de jeu de rôle qu'avec des gens que tu connaissais pas? Parce que mon copain et Taros se connaissent. D'accord. Et je ne sais plus pour quelle raison je m'étais retrouvée sur le serveur. Je faisais une campagne de JDR avec lui et du coup, t'avais dû en entendre parler comme ça. Et ça m'avait un petit peu interrogée. Je me suis dit, ah tiens, qu'est-ce que c'est? C'est intéressant. Enfin, j'avais déjà fait une partie de jeu de rôle, mais il y a très 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 longtemps. Quand j'étais au collège, j'en avais aucun souvenir en fait. Du coup, c'est comme si c'était la première. Et effectivement, ça m'avait un petit peu intéressée. Et j'avais rejoint le serveur. Et voilà, il y avait je crois que c'était un one-shot à ce moment-là. Non, c'était sur 2. Les fameux one-shots qui deviennent des trucs de Oui. 2 ou 3 C'est censé parties, on être un connaît. one-shot. Je pense qu'en termes de gestion de temps, je suis une horrible personne et j'en suis désolé à toutes les personnes que j'ai pu. J'ai l'impression que toutes les parties que je fais, c'est arriver à genre une demi-heure de la fin, je fais bon, écoutez, vous avez pas beaucoup avancé dans ce qui était prévu au niveau du scénario, donc est-ce que vous voulez qu'on remette une partie ou est-ce qu'on finit rapidement? C'est vrai que c'est quelque chose que je vois souvent. Ce qui Puis est dans pire, en c'est tout cas, quand c'est les parties où t'as fait genre 90% du scénario, tu fais, il n'y a pas assez de matériel pour justifier une autre session. Prends une demi-heure comme ça là, rapidos. Mais il était déjà 1h du matin et je travaille demain. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous avez envie de partager ou est-ce qu'on continue nos petites questions? Moi, c'est bon, je réfléchis, j'ai quelque chose à partager avec. Soyez sympa avec les gens. C'est comme avec les animaux, ils ont plus peur de vous que vous avez peur d'eux. Et moi, ma vie est une chute libre dont je ne verrai jamais la fin. Et bien justement, en parlant de vie et de chute libre, le rapport à soi, qui est notre troisième axe. Comment est-ce que tu fais pour te mettre en confiance? Alors j'avoue que ça c'est peut-être une question où il y a un petit peu beaucoup de projections personnelles, où je n'arrive pas du tout à me mettre en confiance, mais je me dis que ça peut peut-être aider et débloquer des personnes, etc. Comment est-ce que tu fais pour te dire non, je suis légitime, je vais bien m'en sortir, etc. Et est-ce que tu as des fois des blocages en plein milieu de partie où genre tu sais, t'arrives pas à improviser, c'est juste tu perds tes moyens ou est-ce que tout va bien, tout roule? Comment je fais pour me mettre moi-même en confiance? C'est là qu'on va arriver sur un truc, je taquine les 40 et j'ai commencé le jeu de rôle à 10. Au bout d'un moment, après 30 ans de partie et quasiment 30 ans de me jetage, je me suis dit, non mais ça va, tes potes, ils continuent à venir jouer. Quand t'as terminé la campagne et que t'en as proposé une nouvelle, ils ont pas sorti un truc à la con, genre, on peut pas jouer aux jeux vidéo plutôt. Au bout d'un moment, a priori, ils s'amusent. Et pareil, quand tu joues avec des inconnus sur Internet et que le lendemain matin, t'as un message pour dire, j'ai trop hâte de faire la suite, tu dis, a priori, ça va. Après, je sais qu'un truc qui m'a terrifié, c'est les actual play. Quand on voit des critical role, des roll and play, la bonne auberge, je peux encore en citer des milliers, et que t'es devant et tu fais ok, je suis une merde, mais c'est faux. C'est comme tout, eux sont des professionnels, mais t'es pas obligé de jouer comme un joueur de la FIFA pour t'amuser au football, il paraît. Je ne sais pas, je ne fais pas de football, je suis un rôliste, voyons, je ne fais pas de sport. Mais je me suis rendu compte d'avoir déjà terminé des sessions et de m'être dit ah mais j'étais mauvais, j'ai oublié toutes les descriptions, ça a été nul et tout, et que les gens étaient très contents. Et donc je suppose que la personne la plus critique sur soi-même en tant que meugeux, c'est le meugeux. C'est un peu, il y avait ce gag sur internet où t'as une personne qui fait un gâteau tout moche à côté d'une personne qui fait un gâteau super bien et qui fait mon gâteau il est tout nul, et que il y a le public qui arrive et fait chouette deux gâteaux. Et c'est un peu pareil, je me souviens pas de soirée vraiment gâchée quoi, où les gens ont fait c'était horrible. Est-ce que j'expérimente des blocages en situation d'improvisation? Oui, comme tout le monde, il y a des jours où je suis avec, des jours où je suis pas. Après, plus le temps passe, plus j'en fais, plus j'ai j'ai plein d'avantages. Je suis un homme blanc, je travaille dans l'informatique pour réparer les trucs. Je suis capable de sortir des mythos à longueur de journée sans problème. Donc, en jeu de rôle, c'est souvent ça, c'est 14. Il y en avait 14. J'ai décidé comme ça maintenant. Au bout d'un moment, on apprend à lâcher prise, à faire... Après, voilà, il y a des jours, on est fatigué et on te demande c'est quoi la couleur de la voiture. Tu fais, très bonne méthode, renvoyer la question. Quand quelqu'un te pose une question bête et que t'as pas la réponse, tu dis à toi de me dire, à ton avis, est-ce que tu trouves des BN à la vanille dans ce supermarché? Et alors toi, ça te permet d'éviter une charge mentale et la personne en face contribue au monde et ça l'amuse autant que ça t'amuse toi. Enfin, je me souviens déjà avoir redirigé le rôle de me jouer en plein milieu d'une partie. Une partie d'Alien, un personnage meurt et en fait devient une créature alien patati patata, et à un moment, un de ses potes va le chercher, je lui fais ok,
tiens, toi tu connais un peu les règles, tu y as joué, là t'es me jeu, vas-y. Tu es la créature, c'est toujours toi, tu es le me jeu à ce moment-là. Faut pas hésiter à se faire ce genre de choses, ça fait des petites pauses et les gens, alors pas tout le monde, il y en a certains, je ne recommanderais pas faire ça avec des inconnus dans la première partie, mais ils aiment bien participer, donc si nous on bloque, pas hésiter à tenter de leur demander à eux, et les gens sont moins critiques qu'on le pense. Comme je dis, des fois j'ai l'impression d'avoir bloqué pendant des heures et à la fin de la partie on te fait ah ça m'a impressionné ta capacité d'improvisation et t'as envie de leur dire c'est nul. Les meugeux en général se mettent trop la pression. N'importe qui peut être meugeux. N'importe qui, je dis bien, en regardant Mhm. quelqu'un en particulier. Mhm. J'ai C'est l'impression clair. qu'il y a eu une série de clins d'œil appuyés là. Mais ouais, c'est beaucoup. Enfin, c'est régulier les gens qui font mais comment tu fais, j'y arriverai pas, tu me dire toute l'histoire. Je t'invente au fur et à mesure l'histoire. Sincèrement, ma table habituelle, c'est un running gag du fait que les personnages changent de nom en plein milieu de la session. On en reparlera, hein. Non, mais ce que tu racontais, ça me faisait penser aussi à une expérience que j'ai tous les jours aussi. Je suis prof depuis cette année, donc c'était le début. Et comment me mettre en confiance? Au début, c'était terrible et j'avais des blocages. Et là, je me suis fait visiter récemment, cette semaine. Et mes tuteurs m'ont dit, oh, t'as vachement pris confiance en toi, tu places mieux ta voix, tout ça, tout ça. Et j'ai regardé, j'ai dit, ah bon? Parce que j'étais tellement dure avec moi-même, parce que je voyais pas moi-même la progression aussi, que en fait je le voyais pas, mais eux me l'ont dit. Quand tu parlais de passer la main du MJ à un joueur, non seulement ils apprécient ça, mais en plus toi ça te permet de te dénouer un petit problème avec toi-même. Moi ce que je fais généralement quand j'ai un petit blocage, généralement c'est la gestion de classe. Hop, tête dans les bras pendant 5 minutes, le temps que tout redevienne calme et que moi j'ai le temps de penser à ce qu'il faut faire ensuite. Et du coup ça me fait, enfin il y a un parallèle vachement intéressant là, comme tu disais en informatique t'as des mythes, de trouver des petits moyens comme ça, te débloquer, tu trouves des petits moyens. J'aime bien le parallèle prof me jeu, c'est vrai que par qu'une classe c'est vachement plus nombreux qu'une table de jeu de rôle, mais faut pas Mais oui. s'étonner qu'il y ait autant de profs dans les rôlistes alors. C'est vrai? J'ai l'impression que c'est les informaticiens et les profs, c'est à eux deux 80% et les 20% qui restent doivent être les vendeurs de jeux de rôle. Comme tu disais que des fois tu peux avoir des doutes ou que tu te pas tu te rabaissais mais tu avais un avis plus négatif que sur toi-même que les joueurs ont vers toi. Comment est-ce que tu gères ces doutes vis-à-vis de toi-même? Est-ce que c'est avec le temps? Alors, je vais lire la réponse que j'ai marquée, qui était rire, virgule, difficilement. Après, comme beaucoup de choses, avec le temps, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont pas importantes. Parce que partout, il y a des choses que j'aimerais améliorer, il y a des doutes que j'ai. Ça, à chaque fois, je fais mal mes descriptions, j'arrive pas à poser une ambiance comme il faut et tout, que je pallie des fois avec des trucs genre la musique et tout. Souvent, je me dis que mes joueurs, ils aiment ça, ils reviennent. Faut arriver à se souvenir que c'est un jeu. On essaye d'être sérieux, on essaye de faire ça bien, mais c'est qu'un jeu, si on s'en sort pas bien. Alors là, on va sortir de l'expérience avec des inconnus, mais je sais qu'avec ma table régulière, c'est le genre de table que je souhaite à tout le monde d'avoir, de dire un jour, faire ok, les gars, là, cette campagne, j'en ai ma claque. On joue toutes les 2 semaines et je veux pas continuer. On va faire une pause parce que je ne vois pas la finir et être entouré de gens gentils qui te disent oui. C'est comme ça que je gère mes doutes, en étant entouré de personnes qui, je sais, me feront des retours positifs. Comme tout le monde, j'ai des doutes partout. Et les scénarios que j'écris, j'ai pensé qu'ils étaient merdiques. Et les parties que je fais, elles sont nulles. Tout le monde pense que je suis un bon jeu, mais je les ai tous trompés. Je suis mauvais en fait. Je pense que je ne surprendrai personne en disant qu'il reste toujours. Mais comment les gérer pendant la partie? Ça m'est jamais vraiment arrivé. Une fois lancé, c'est bon. On déroule le fil. Tout va trop vite pour y penser. Avant et après, je n'ai pas encore de bonnes réponses. Parmi des choses que j'ai fait, j'avais moi aussi mon émission Twitch et YouTube, et je l'ai arrêté parce que je l'ai trouvé horrible et je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est moi qui me trompe. Comment je les gère au cas par cas. Je crois que la meilleure manière, c'est d'être entouré de gens bienveillants, qui acceptent que oui, ce personnage vient de changer 3 fois de nom. Pas grave. Ça va être ma conclusion de la question. C'est un peu paradoxal avec jouer avec des inconnus, mais les inconnus, c'est une fois, tu les verras peut-être pas si t'as pas aimé et tout. Mais en jeu de rôle en général, pour les jeux, si tes doutes te bouffent ton plaisir de jouer, c'est que t'es pas à la bonne table. Et pareil pour les joueurs. Si, en toute limite, faut arriver à en parler aux autres, dire moi je fais ci, je fais ça, est-ce que ça vous gêne et tout. Voilà, nous sommes tous des adultes. Mais voilà, si ta partie t'a procuré plus de douleur, on va dire, à cause de tes doutes que de plaisir, t'as peut-être à te remettre en question. C'est jamais facile, mais aussi vois avec ta table si c'est pas eux qui viennent de soupirer
tirer pour aller lever les yeux au ciel pour la millième fois parce que tu as oublié une règle, bah, s'ils sont pas capables d'apprécier ça, bah, change de table. T'as pas... Ils ont aussi à t'accepter comme tu es. Mm. C'est un jeu, on n'est pas censé faire des efforts plus que ce qu'on a envie de fournir. Merci pour ces mots. Ensuite, j'ai une question qui émane de Bloop. Donc, du coup, je suis pas sûr de placer exactement les choses derrière. Je te fais la même chose que toi tout à l'heure. Hein. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai. Donc, si jamais je retranscris mal la question, libre à toi de corriger. Et si tu me demandes des précisions, je vais gentiment transférer la responsabilité à quelqu'un d'autre. Mais est-ce que du coup, les joueuses et joueurs qui sont les plus spontanés sont des personnes qui sont toujours extraverties? Non, je vais tenter quand même à plus détaillé. Pour ce qui est de jouer avec des inconnus, si on revient au thème, je peux pas dire parce que je ne connais pas vraiment ces gens. Des gens qui peuvent être extrêmement extravertis et spontanés à l'écrit ne plus l'être à l'oral, et inversement. Je sais que pour mes proches, on va dire, enfin les joueurs avec qui je joue souvent, j'ai tout. J'ai l'extraverti ultra spontané, le non extraverti qui le jeu de rôle est une libération pour lui, l'extraverti qui au contraire adore jouer des taciturnes, et l'introverti qui joue aussi des taciturnes parce qu'il n'est pas là pour faire du RP, il n'aime pas ça. Il n'y a pas de règles. Il y en a pour qui c'est comme moi facile de parler et on pousse un petit peu dans la pente et c'est parti pour des heures, que ça soit dans la vraie vie ou dans le jeu. Et d'autres pour qui c'est le jeu est libérateur. Au contraire, c'est ce moment où ils ont pas peur que leur personnage fasse n'importe quoi, qu'ils se sentent en sécurité. Et à l'inverse, t'as ceux qui, je peux pas parler vraiment pour eux, mais qui même en étant introvertis aiment jouer, que ce soit pour être avec des amis, pour vivre une aventure, mais ils prennent pas le spotlight parce qu'ils en ont pas envie. Et c'est important d'identifier ceux qui veulent le spotlight et ceux qui le veulent pas, pour pouvoir le donner à ceux qui le veulent et qui n'arrivent pas à l'avoir, et pas s'amuser à pousser sous la lumière celui qui était là tranquillement et tout ce qu'il voulait jouer, c'était le voleur du groupe qu'on voyait littéralement jamais et qui de temps en temps fait une action légendaire et tout le monde l'applaudit et c'est son kiff. Est-ce que toi, tu te considères extraverti? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Il faut qu'on se mette d'accord sur les extravertis et introvertis. J'avais vu une définition qui était que l'extraverti, c'est celui qui recharge sa batterie, on va dire d'énergie, en voyant des gens, et l'introverti, c'est celui que ça baisse. Ça veut pas pour autant dire que l'introverti n'aime pas voir des gens. C'est juste que ça le fatigue. On est bien d'accord sur la définition. Ok. Bah, ça dépend des gens. Plutôt extraverti. Plutôt extraverti. Est-ce qu'il Je suis là. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as déjà eu des cas où tu avais besoin... ta batterie sociale, elle était drainée? Et si c'était le cas, comment est-ce que tu as géré ça? Ça peut être différentes choses de commencer la partie et dire ce soir je suis bif bof donc soyez sympa. Ah, il m'est déjà arrivé de faire à des gens vous vous souvenez on devait jouer ce soir, en fait on jouera pas. Non, le soir même j'essaye de pas le faire, mais d'avoir dit à des gens voilà on doit jouer vendredi, nous sommes mercredi, et là l'idée de jouer me fait juste m'emmerde à mort, donc si on pouvait passer à autre chose, non, je veux pas là, je veux pas vous parler. Je tournais un peu plus correctement quand même que ça, mais et encore une fois, j'ai peut-être beaucoup de chance, mais les gens qui jouent sont des gens qui comprennent et qui m'ont dit ok, il y a même des fois en cours de partie arrêté sur un gros cliffhanger pour leur dire les gars, ça fait les gars et les filles, ça fait 3 heures qu'on joue, là j'en peux plus en fait, on va s'arrêter ici, on va continuer plus loin. Alors je sais pas si c'est le fait d'avoir bien choisi ses communautés Discord et ses amis, mais personne me l'a reproché. Ça se trouve il y a un groupe privé de toutes les personnes que je connais qui s'appelle Velvet Wombat est un con, mais les gens, si on en revient sur s'entourer pour ce genre de rapport à soi, à jeu intellectuel, ça disait l'enfer c'est les autres, et moi je pense que ça dépend des autres. Mais voilà, si on entoure de personnes qui nous comprennent, on peut, ou ne même pas qui nous comprennent, qui comprennent l'être humain, comme pareil de gérer les gens qui ont des problèmes liés au TSA, les problèmes d'anxiété sociale, de n'importe quoi, si on est gentil avec ces gens, qu'on comprend leurs problèmes, et c'est malheureusement pas tout le monde, mais la plupart du temps, ils veulent comprendre aussi que des fois, non, on peut pas. Et que c'est pas contre eux. Oui. Comment est-ce que tu fais, en partie, pour gérer face à des personnes, parce que tu disais que, par exemple, tu faisais plus de relances quand tu jouais avec des personnes que tu ne connaissais pas, parce que mécaniquement les personnes ne se connaissant pas forcément entre elles, ou alors ne connaissant peut-être pas les limites qu'elles peuvent aller, ne vont pas prendre énormément de place. Comment est-ce que tu gères toi ton équilibre de parole? Comment est-ce que tu arrives à sentir quand tu dois reprendre, savoir quand tu dois peut-être t'imposer, ou au contraire savoir quand tu peux te permettre de te mettre en retrait? C'est compliqué, je pense que ça vient avec le
enfin, plus on joue, plus on se rencontre, d'autant plus que ça doit dépendre de chaque joueur et de chaque enfin, joueur, j'entends, le maître du jeu est un joueur aussi, donc ça dépend comment il joue. Alors, m'imposer, ça m'est jamais arrivé. En tant que maître du jeu, on est quand même armé d'une certaine autorité. Et on en revient un peu à la comparaison avec le prof. Quand ça parlait, normalement, les élèves se taisent. Normalement. Mais bon, vu qu'ils sont que 3, c'est assez simple de faire pardon, s'il vous plaît. Par contre, gérer le temps de parole, pas tant le mien que celui des autres. C'est vrai que imposer à quelqu'un qui lui dire machin, c'est bien, t'as beaucoup parlé, on va laisser les autres. Et ça, c'est compliqué, surtout que ça peut arriver avec n'importe quel profil de joueur en face, de celui qui joue depuis 15 ans et qui sait faire, ou au contraire, celui qui vient de découvrir le jeu de rôle, il vient de découvrir un truc incroyable et refuse de lâcher le micro. Mais on en revient que... Non, bon, relancer, c'est simple, c'est dire à quelqu'un qu'est-ce qui se passe là, c'est pas toujours le plus fun. Si on est un tant soit peu attentif, on se rend compte qu'à partir du moment que la personne veut plus parler, c'est pas la peine de tenter de piquer. Hésiter à leur demander, leur faire, est-ce que tu veux rajouter, est-ce que tu veux t'arrêter là? Et les gens disent oui, je veux m'arrêter là, tu fais ok. Pour ceux qui parlent tout le temps, donc tenter de passer le spotlight à quelqu'un d'autre. Encore une fois, les gens sont assez sympas et souvent, si c'est pas fait méchamment, comprennent. Et on en revient au fait que c'est une partie de jeu de rôle. Si au bout de 3 heures, tu te rends compte que, je citerai personne, mais j'ai connu des gens que je ne rejouerai plus jamais avec. Je sais, ces personnes-là m'ont énervé à toujours tout rapporter à eux. Et tu fais, t'as gâché une partie de jeu de rôle. C'est pas non plus, on suis remis. Et je sais juste que quand cette personne fait, ah, moi je peux participer, tu fais, ok, trouvons une excuse maintenant. Non, je suis désolé, on va annuler la table. Là, on peut pas. C'est quand que t'es dispo le mercredi? Ah, c'est con, on peut pas jouer le mercredi. Oui, pas être très adulte. La mauvaise foi est aussi une arme que j'emploie. Je comprends. Des fois, la pièce, c'est agréable. Encore une fois, on en revient à être sympa. J'ai pas envie d'envoyer dans la gueule de gens, t'es chiant. Après, il m'est arrivé une fois d'avoir fait une campagne avec des amis et un ami d'amis. Et à la fin de la campagne, de devoir lui avoir dit, je ne veux plus jouer avec toi, mais pas parce qu'il était méchant, pas à cause d'une histoire de temps de parole, juste que je me sentais pas à l'aise avec lui. Bon, alors encore une fois, peut-être qu'il a lui aussi rejoint le groupe de le Velvet Tombat est un connard. Il a plutôt bien pris. Il m'a dit, je comprends que le jeu de rôle c'est une affaire d'affinité et que tu te sens pas à l'aise avec tout le monde. Si tu te sens pas à l'aise avec moi, je vais pas t'imposer ma présence. C'est beau. Donc voilà, c'est comme ça que je gère l'équipe. Du coup, tu as un petit peu introduit la question du rapport aux autres. En tant que MJ, comment est-ce que tu mets à l'aise les plus introvertis ou à l'inverse? En tant que joueur, comment est-ce que tu peux mettre à l'aise le ou la MJ? Alors, on va commencer en tant que jeu, comment je mets à l'aise les introvertis. Il y a des choses toutes bêtes comme faire des tours de table, donc c'est assez pratique dans les jeux comme Donjons et Dragons. Tu fais quoi, tu fais quoi, tu fais quoi, tu fais quoi, et au bout d'un moment, même le plus introverti a compris que c'est son moment à lui, il peut tenter des trucs. Souvent qu'en plus, tu réussis, les autres sont comme des dingues en train de t'applaudir. Tu loupes, les autres rigolent avec toi. C'est plutôt bon enfant. Quand c'est de la narration plus libre, comme je dis, il faut arriver à comprendre si la personne qui ne parle pas parce qu'il ose pas ou parle pas parce qu'il a pas envie. Voilà, tenter, pas le pousser sous le projecteur, mais lui donner une petite tape dans le dos et voir s'il répond positivement ou pas. Ça va de choses toutes bêtes à quelqu'un qui parle, tu fais ok, on va s'arrêter là. Et vous, est-ce que vous faites quelque chose? Pas le qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites quelque chose? Et là, les gens, ça peut être le moment où ils font oui, on fait ça, ou alors non, je me contente de suivre. Après, je suis pas non plus, je ne suis ni professeur ni psychologue, je peux pas non plus leur imposer de participer, même si ça leur ferait du bien. Après, il y a aussi le fait si on n'a pas du tout parlé de l'idée de débrief de partie, ça peut être collectif ou individuel, mais ça m'est arrivé de joueurs qui sont revenus vers moi pour dire j'ai beaucoup aimé cette partie, je regrette de pas pouvoir avoir pu en faire plus d'une partie que j'ai fait avec une personne que je connaissais pas et 2 personnes que je connaissais qui en plus étaient des joueurs aguerris, on va dire. Et à la fin, elle était mais je suis impressionné, vous arrivez tous à rebondir, moi je savais pas quoi dire et tout, genre je suis nul. Et on a passé un bon moment, il fait non, t'es pas nul, c'est juste que nous on joue la plus novice après toi, elle joue depuis 3 ans, on acquiert des réflexes. Et c'est pas grave, si jamais tu trouves que là t'étais un peu en dessous. On lui a dit en plus que je lui ai dit non, il y a plusieurs moments, on t'a donné le spotlight, tu l'as récupéré, t'as fait des trucs. Alors oui, t'as pas les réflexes d'interprétation, tu t'amuses pas à faire des voix et tout, mais en fait on a terminé par est-ce que tu t'es amusé? Elle nous a répondu oui. Ça le plus important. Tu n'étais pas amusé, là on aurait dû changer. Et en tant que joueur, comment je mets à l'aise le ou la jeu? Maintenant il est l'heure de faire une confession, je suis un joueur horrible. Je suis un très mauvais joueur, je monopolise le temps de parole, je raconte n'importe quoi, je suis je suis mauvais parce que je suis un bon jeu et que je suis un mauvais joueur. Donc comment mettre à l'aise le
Le me-jeu, c'est tout ce que j'ai dit au contraire, c'est le me-jeu se dit qu'il connaît pas la règle. Alors, encore une fois, ça dépend avec qui on joue. Je sais que par exemple, à ma table Donjons et Dragons, ça gêne personne de dire me-jeu, mais je croyais me souvenir que la règle c'était ça et tout, que mon sort il faisait ça. Je sais que ça gêne pas ma table. Mais c'est aussi ça, se dire que c'est pas parce que tu connais le jeu que tu dois décréditer le maître du jeu en disant attends, non, c'est n'importe quoi. Dans la V5 de Donjons et Dragons, le sort de boule de feu, il fait ça. En même temps, savoir aussi quand tu vois qui galère, si tu connais les règles et que tu vois qui galère, arriver en renfort, dire attends, et que ça soit pas que sur toi, faire moi je me souviens de ça peut être ça. Une fois, ce que j'aime beaucoup en tant que joueur, c'est toi le jeu, c'est toi qui décides. Donc bien dire aux gens, au jeu, justement pour les mettre à l'aise, tu choisis. Moi, t'es le maître de la narration, dans une certaine mesure. Je me plie à ta décision, je m'amuse dans tous les cas. Ça, c'est pour tout ce qui est côté règles, parce que beaucoup de jeux peur de ce côté, je vais oublier des règles et tout, surtout que tout le monde commence avec des Donjons et Dragons-like qui sont quand même un gros pavé. Et donc à la fois donner de l'aide et dire moi je ferai ça, mais c'est à toi si tu veux faire autrement. Et pour ce qui est de la narration, être intéressé par l'histoire, rentrer dans l'histoire, tenter de poser des questions. Après on en revient, encore une fois, si on est introverti, c'est pas la peine de tenter de entrer dans le truc, mais voilà, montrer que l'histoire est intéressante. Même montrer qu'on la comprend, en fait. Enfin, montrer qu'on est intéressé, j'imagine. C'est ça, et que en fait, plus qu'intéressé, qu'on s'amuse. Et oui, alors, ça vient sur plusieurs parties, mais c'est quelque chose qui est important, je trouve, à la fin de la partie. Ça paraît presque carré, mais toujours dire merci, je me suis bien amusé, j'ai hâte de faire la suite. Le jeu a quand même fait l'effort d'inventer une histoire, les autres joueurs ont fait l'effort de jouer avec toi, leur dire que t'as apprécié. Et inversement, c'est plus compliqué, je le gâche pas. S'il y a quelque chose que t'as pas apprécié, le dire aussi. Je sais qu'il y a une partie où on était joueur et on a été peut-être à un moment un peu gamin, on va dire, avec le jeu. À un moment, le jeu a tapé du poing sur la table après la partie et dire là, non, mais ce que vous avez fait, ça m'a gêné. On était ok, on s'est posé, c'est vrai. On a été des enfants. On a joué comme des ados. On recommencera plus. Désolé. Et après, ça s'est bien passé. Après, ça s'est bien passé. C'est beau. En plus, c'était le premier jeu-tage de notre jeu et on l'a un peu pris. On lui a fait sortir. On est sorti de son tracé de scénario presque volontairement parce qu'on s'était engueulé avec un PNJ, qu'on refusait de reconnaître que le PNJ avait raison et qu'on avait tort. Des enfants. Mais non, on était des enfants total. C'était quand je repense, je me dis, tout ça parce qu'on est venu, qu'on avait tué un gros monstre et qu'on a menti sur la taille du monstre, qu'on s'est fait choper, qu'on a refusé de reconnaître que c'était vrai. Ah non, vraiment, quand je repense, mais mon Dieu, nous étions tous des trentenaires, la plupart en couple, certains propriétaires de leur appartement, en CDI et tout, et on a refusé de reconnaître qu'on s'est fait choper en train de mentir. Est-ce que avec toute cette expérience que tu as accumulée, du coup, avec des groupes très différents, est-ce que tu notes des similitudes et des différences entre les joueuses et joueurs ? Dans le sens, est-ce que tu arrives à faire, par exemple, des profils classiques, des profils que tu sais que tu vas un petit peu chercher à éviter, etc. et pressentir un petit peu comment tu vas placer les curseurs de ta partie, alors que c'est des personnes avec qui t'as jamais joué, mais juste, genre, via quelques signes, t'arrives un petit peu à te dire, ok, je sais que cette personne-là va réagir un peu comme ça, et donc, du coup, je vais pouvoir glisser un peu ça dans mon scénario, et elle va s'en emparer, quoi. Oui, je trouve que très vite on se rend compte qu'il y a on va dire les taiseux et les bavards, ceux qui sont partis, c'est bon, ils vont faire leur show, pas toujours au détriment des autres, mais que eux c'est bon, ils sont à l'aise, ils sont partis. En fait, il y a ceux qui viennent pour qu'on leur raconte une histoire et ceux qui viennent pour raconter une histoire. En tant que d'ailleurs, je prends le rôle de jeu parce que j'aime être ceux qui racontent l'histoire. Mais ouais, t'as ceux qui veulent vraiment être part de l'histoire et les autres qui sont là pour ok, tu me racontes un mystère, je veux savoir la fin. Ça se repère assez vite. Il y a aussi ce que je disais avant que c'est le moment de confession. J'ai écrit des scénarios du commerce, mais en fait, je n'ai jamais écrit de scénario pour mes joueurs. Je n'ai fait que jouer des scénarios du commerce. Et il y en a beaucoup qui sont très bien écrits au point de te rendre compte que l'illusion du choix, tu donnes deux choix à ton groupe de joueurs et ils font toujours le même, quelle que soit la table. Le coup de regardez pas ce qu'il y a là-dedans brûlé et que les vont faire on va regarder quoi, on n'est pas non plus, on est venu là pour ça. Je pense que je préfère jouer la partie 1000 fois et que 1000 fois les gens vont regarder. Après des profils que j'évite, il y a des gens que des fois alors c'est purement personnel, souvent c'est des inconnus mais il y a quand même un minimum d'interaction, ne serait-ce parce qu'on fait partie d'un Discord. Il y a des gens je les sens pas, c'est malheureux de dire ça mais il y a des gens qu'on apprécie, des gens ils t'ont dit bonjour 2 fois et t'as déjà envie de leur claquer une chaise dans la face parce que tu sais pas, malheureusement c'est horrible mais ce que j'essaye de faire c'est toujours laisser une chance, surtout à distance, surtout en distanciel via des Discord. Tu ne sais pas comment cette personne t'a énervé mais en fait ça se trouve elle est extrêmement sympathique.
Après, oui, moi, les profils que j'évite, c'est vraiment ceux qui coupent la parole. Et ça, on s'en rend compte quand on est sur un Discord, même sans avoir parlé avec les gens. Je trouve qu'il y en a certains, tu les vois dans leur façon d'écrire. Ils sont pas là pour parler avec des gens. Et s'ils parlent pas, ils feront pareil en jeu de rôle. Alors, je n'attends que d'être contredit par des gens comme ça, mais T'as déjà eu le cas, toi, Taros, aussi, de gens qui coupent la parole? Oui, mais avec contexte, je vais dire circonstances atténuantes, dans le sens que des fois, alors maintenant ça devient plus facile parce que il y a moins de délai au niveau des caméras, mais il y a quelques années, mes premières parties de jeux de rôle, elles étaient faites par Skype, et il y avait un énorme délai au niveau des caméras et du son, qui pouvait faire des fois jusqu'à 2-3 secondes. Et donc du coup, les personnes pouvaient se couper la parole parce qu'elles voyaient pas que la personne était en train de reprendre la parole. Donc c'était pas du tout du volontaire. Maintenant, ouais, j'avoue que des personnes qui coupent volontairement la parole en connaissance de cause, c'est difficile. Il y a des moments où ça peut être justifié, typiquement si c'est dans le jeu entre les personnages et que c'est dans la scène en question et c'est juste la scène en question que ça se passe comme ça, c'est quelque chose que j'accepte complètement. Je me suis déjà fait couper la parole en étant en train de jouer un PNJ parce que le personnage, il était excédé par les X relations avec d'autres PNJ qu'il avait eu avant et qu'il avait besoin d'une information et que c'était le 8e PNJ qui l'envoyait se balader. Figurez-vous les 12 travaux d'Astérix avec le formulaire, voilà, ce genre de choses. Donc forcément, là, le joueur, il avait été beaucoup plus insistant et sa manière de le marquer dans son jeu, c'était de faire en sorte que son personnage coupe la parole. Là, bah, c'est complètement justifié dans l'histoire et même de ce que je me souviens, le joueur à la fin, il était venu me dire ça va, ça t'a pas embêté que je coupe la parole et tout. Et j'ai eu des difficultés avec ça au moment où je commençais parce que j'avais aucune autorité. Je savais pas du tout comment poser les limites et du coup je me suis retrouvé dans cette situation où je voulais faire des descriptions sur certaines choses, je voulais expliquer comment était le cadre autour, comment est-ce que l'univers était, comment est-ce que enfin, voilà, donner des éléments pour que l'histoire puisse avancer. Et il y avait un joueur qui me coupait sans cesse la parole. Bah ouais, au bout d'un moment j'ai fini par juste plus jouer avec lui. je rebondis sur ce que tu dis. C'est vrai que j'ai aussi, quand je joue là, j'ai un personnage qui est très impulsif. Et je sais que c'est un gag que j'ai avec le jeu et que faut voir avec lui que fréquemment, on entre dans une pièce du donjon, il décrit des trucs. Genre, il décrit une pièce, il y a un lit, je lui dis saute sur le lit avant qu'il ait fini pour montrer qu'en fait le personnage. Et c'est une façon de montrer à mon goût que le personnage a même pas fini de regarder la pièce, qu'il fait déjà quelque chose. Je trouvais ça drôle. Et à un moment, je suis quand même allé voir le jeu et faire ok, est-ce que tu trouves ça drôle aussi? Est-ce que tu as déjà joué à une table que tu connaissais, mais qui avait un inconnu? Oui. Et comment est-ce que l'inclusion s'est gérée? Est-ce que, je suppose du Alors, coup que les gens étaient gentils. quand tu dis un inconnu, c'est une personne que je ne connais pas ou une personne que personne ne connaît? Personne ne connaît. Ou que toi tu connaissais, mais que les autres ne connaissaient pas. Alors, ça m'est arrivé plusieurs fois. Bah, ma table habituelle maintenant, la plupart de cette table sont des amis d'enfance et il y en a un qui est un collègue du boulot après que j'ai déménagé. Au point que on joue en ligne et la personne a rencontré ses co-joueurs et qui ont joué une fois toutes les 2 semaines au bout de quasiment 5 ans. Encore une fois, on était sur des proches. Je suis assez fier d'avoir des amis sympathiques, donc ils l'ont intégré sans problème. Et encore une fois, bon, pour le coup, c'était des amis, un ami. Tu dis, mes amis ont quand même des profils assez communs, donc ça devrait aller. Mais par exemple, il y a eu le coup de l'ami d'amis que j'ai intégré à la table et c'est mal passé. Enfin, non, ça c'est pas mal passé. C'est horrible de dire ça, ça a pas matché. Donc là, malheureusement, il n'y a pas de secret. C'est comme toute interaction avec les humains. C'est dire à quelqu'un qu'on n'est plus amoureux, dire à une personne, enfin, arriver à faire comprendre à une personne que non, on va plus sortir tous les vendredis soirs parce on a plus l'âge. Par contre, il m'est déjà arrivé en ligne sur les Discord de jouer avec des gens qui, alors il y a des gens à qui c'était des amis, t'as des gens qui sans les connaître, ça fait 4-5 fois que tu joues avec eux, tu vois mieux, et le petit nouveau du Discord qui est arrivé, et là, faut justement, un peu comme les introvertis, pas hésiter à t'adresser à lui et montrer qu'il fait partie de la table, qu'il fait partie du groupe. Après, c'est comme toujours pareil, il y a des gens qui, je suis assez impressionné, tu les lâches au milieu d'un groupe d'amis, ils sont à l'aise. À la fin de la soirée, ils sont les meilleurs amis de tout le monde, ils les connaissaient pas il y a 2 heures. Mais il y en a d'autres, faut pas hésiter à dire, ok, toi tu fais quoi? Ou des trucs tout bêtes. Si cette personne dit quelque chose et que les autres écoutent pas automatiquement méchamment, faire machin a une bonne idée, écoutons-le. Voire même, il m'est arrivé de changer le scénario parce que le petit timide a sorti un truc, c'était la seule chose qu'il a sorti du scénario. Je fais ok, ça sera une bonne idée, ça va être ça la vérité. Modifier un peu l'énigme. C'est trop bien. Comment est-ce que tu gères les différences de connaissances du milieu, donc milieu du jeu de rôle, hein, voilà, du système, des outils, etc. Eh ben, je forme des come-jeux. Que sont tes comme jeux? Imaginons une partie toute bête
bête, on va prendre Donjons et Dragons. J'ai joué à Donjons et Dragons, je connais Donjons et Dragons plus ou moins bien. Avec moi, j'ai un gars avec qui je fais du Donjons et Dragons depuis 10 ans et 2-3 autres personnes qui connaissent pas Donjons et Dragons. Et ben, l'autre a l'autorité, on va dire, de répondre à ces questions. C'est de dire, voilà, si vous avez un problème sur les questions, vous pouvez pas en parler à moi ou à machin. Il sait aussi y faire. Et même pour calmer les néophytes, on va dire, de pas hésiter à arriver, faire, ouais, alors on va faire le jeu et tout, machin, je sais que toi tu y as joué pas mal, donc hésite pas à me dire si t'es pas d'accord avec moi sur les règles, pour montrer que on est dans une société et que le maître du jeu a pour moi encore une fois suivant les jeux, il y a des jeux plus narratifs que d'autres, a le dernier mot sur la narration, mais pour ce qui est des règles, on peut aussi reconnaître que c'est un jeu avec des règles qu'on ne maîtrise pas tout et que dire voilà, si tu vois quelque chose que je me trompe, hésite pas parce que tu juges intéressant. Et il y a plein de parties que j'ai fait où les gens ont fait mais attends Velvet, tu utilises pas telle règle que moi je trouve très intéressante dans le jeu et tu fais ah bah oui, bah je l'avais pas compris comme ça, mais c'est vrai que c'est bien. Donc le jeu de rôle est un jeu de société, même s'il est assez unique. Et bah, quand on est autour d'un plateau d'un jeu de société plus classique, bah, on partage les règles. Bon, il y a aussi celui qui lit toujours le manuel et qui explique aux autres, mais dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à déléguer, dire tout bête lors de la création, plus simple, la création de personnages, dire bah voilà, toi qui connais les règles, tu vas voir avec machin pour lui expliquer comment ça marche, donc moi je vais voir l'autre avec deux jeux, au moins sur la partie règles. C'est très intéressant. Je pensais pas que c'était possible. Pas que ce soit intéressant qu'on se fasse faire du commun jeu. J'ai compris. T'as donc rejoint le groupe Velvet, on va être un connard, c'est ça? Je l'ai pas encore fait, mais je me souviens d'une partie où une amie voulait jouer avec un système. Je connaissais pas le système, je connaissais très peu le système parce qu'il était compliqué, mais j'avais une idée de jeu et qu'on a commencé à mettre en place que je serais le jeu narratif et elle sera le jeu règle. En fait, elle est une joueuse, mais c'est elle qui dit quand voilà, donne-moi les stats de ton méchant, bah faut faire ça comme j'ai et tout. C'est possible. Enfin, en théorie, on n'a pas finalisé, mais c'est possible. Oui. Il nous reste une petite question, je pense. Il nous reste une petite question. Tout à l'heure, tu avais répondu, mais je vais la reposer si tu as des choses à rajouter. Quand on connaît mal les personnes, quelles astuces pour une distribution équitable de la parole et une valorisation égale des idées? Alors déjà, en tant que jeu, c'est à toi d'écouter tout le monde. Comme j'ai dit, tenter de valoriser ceux qui sortent peu d'idées, de les mettre en avant et de leur... des fois de twister pour que ça soit intéressant, mais on est aussi des fois sur coup classique, personne 1 dit tout bas la bonne réponse, puis personne 2 la dit plus haut. C'est malheureusement comme dans toute relation humaine, des fois on n'entend pas la première personne, c'est pas sa faute, c'est pas la tienne non plus, mais c'est ça, c'est tenter d'être... on est sur un petit groupe, tenter d'être à l'écoute de tout le monde et en fin de compte, me jeu, c'est être un gros menteur qui raconte une histoire, donc faut pas hésiter à mentir de temps en temps pour le bien-être des gens. Velvet, où est-ce qu'on peut te retrouver? Partout. Normalement, non, c'est assez facilement. Par contre, on peut me retrouver donc sur votre Discord, sur le Discord de 1D4, sur celui au coin du checkpoint, sur d'autres où je dois traîner aussi. On peut me retrouver sur Blue Sky. Je vais reflex un petit peu bientôt. Vous pourrez me retrouver en librairie. Et ouais. Spécialisé de jeux de rôle. Et si vous avez la moindre question, le moindre désaccord, n'importe quoi, vous avez pu vous rendre compte, j'aime parler, donc n'hésitez pas à venir. C'est adorable. Et bien sûr, dans le replay, tout ça, il y aura tes liens. Que j'y retrouve, ça veut dire. Ça a été un plaisir de faire cette émission avec vous. Merci pour ça et merci Velvet pour ton temps. Merci pour ta sympathie, ta bonne humeur et toutes tes réponses. Merci à vous de m'avoir invité. Avec un énorme plaisir. Et de m'avoir fait sentir comme un invité d'honneur, ce que je ne juge pas être. Tu en es un.